Je m'appelle Francis Gosselin, je suis le directeur des contenus de Creative Mornings. Merci d'être venus aussi nombreux ce matin chez Cossette. Donc, Véronique, c'est quelqu'un d'assez exceptionnel, en fait, puis on l'a recrutée à titre de conférencière parce qu'elle est exceptionnelle, parce qu'elle a un discours sur l'enfance qui est absolument rafraîchissant. Donc, je la laisse sans plus tarder parler de l'enfance pour adultes seulement. Allô, merci Francis, merci à l'équipe de Creative Mornings de m'avoir invité, merci à vous surtout d'être là tellement nombreux, ça a vraiment de quoi me calmer. Quand on m'a invité, quand Gabriel en fait m'a écrit un message pour me dire qu'il voulait me convier pour que je puisse parler de l'enfance, elle a utilisé le mot rafraîchissant. Elle a dit ton discours sur l'enfance est rafraîchissant, on aimerait ça t'entendre. J'ai trouvé ça super sympathique, mais en même temps je me suis dit pour ceux et celles qui connaissent le Tumblr ou ceux et celles qui connaissent mes blogs sur Urbania, je me suis dit, je parle essentiellement de crotte de nez, puis j'ai de la misère à comprendre où la crotte de nez est rafraîchissante. Fait que je me suis questionnée là-dessus. Puis là, plus je pensais à l'enfance, plus que j'essayais de chercher qu'est-ce que j'allais bien vous dire, plus que je me rendais compte que ça me donnait une crampe au cerveau. Penser l'enfance me faisait mal. Fait que je me suis dit, je vais essayer d'explorer pour qu'est-ce que ça me fait mal de penser l'enfance. Parce que je suis confrontée quand même à tous les jours. Hein. J'ai 2 petits. En fait, le père des petits est là aussi. On a 2 petits qui vont avoir 3 et 5 ans, mais qui ont eu un Terrible 2 et un Fucking 4 passablement éprouvant. J'aurais pas eu le besoin de le narrer sinon. En réfléchissant à la chose, je me suis aperçue effectivement qu'il y avait une dichotomie entre l'enfance conceptuelle et entre l'enfant comme affaire, comme chose existante. Et je pense que résidait finalement ma crampe pile dans la ligne entre les deux. C'est de ça que je vais vous parler aujourd'hui. L'enfance conceptuelle, c'est pile ce qu'on a ici en ce moment aujourd'hui. La gouache sur les murs là-bas, puis tout le monde a eu du fun, j'ai l'impression. Avez-vous du fun à faire? Mettre les mains sur les murs, c'était plaisant. Les Fruit Loops à l'arrière, est-ce que c'était le fun, les Fruit Loops? Paraît qu'il en reste, by the way. La salade de fruits, hein, tout ça, en fait, et autre chose. Il y avait des nappes en avant avec des Barbies. Donc, l'enfance conceptuelle, c'est ce qui est dans notre mémoire. C'est ça qu'on va référer généralement quand on pense, justement, à l'enfance. Souvent, c'est bien le fun. C'est fluffy. Il y a quelque chose qui est de l'ordre de l'émerveillement. Je vais vous énoncer un certain nombre de caractéristiques. Là, je vais faire la prof que je suis, parce que j'enseigne la philo, en fait, pour ceux qui ne le savent pas. Donc, c'est l'émerveillement. C'est du gros réconfort. Hein, puis ça, dans le milieu de la pub, ils l'utilisent beaucoup. Hein, toute la pub sur le lait, qu'est-ce que c'est? Sinon, nous ramener dans cet état de réconfort-là. C'est le moment de notre vie, quand on est enfant, en fait, et l'enfant conceptuel, ou l'enfant comme état, si je peux dire, où est-ce qu'on va avoir été le plus pris soin d'eux. L'autre jour, je réalisais le nombre de becs que je peux donner à mes enfants dans une journée, le nombre de câlins, le nombre de touches, tout ça. Donc, et c'est énorme. C'est le seul moment de notre vie. C'est une période très, très courte, finalement, où on va être tout couvert et débordé d'amour dans tous les sens et de façon tout à fait gratuite. Éventuellement, ça se perd, mais c'est super précieux, en fait. C'est aussi un moment où c'est du gros fucking fun. Je me souviens de mes rêves de Big Wheel. Quand je pense à quand j'étais petite, c'est vraiment ça que j'ai dans ma tête. C'est essentiellement du fun. C'est des odeurs aussi, très, très particulières. Je me souviens de l'odeur de ma mamie. Je me rappelle des affaires qu'elle me faisait, donc c'est des détails. Et j'avais le goût de vous lire une affaire, peut-être que certains l'ont lu. Je la lis du livre, j'ai même pas fait le truc sur le PowerPoint. Est-ce qu'il y en a qui ont lu Le Sel de la Terre? Alors, ceux qui l'ont lu, ça va peut-être vous rappeler ça. Quand j'ai lu ce moment-là, ça m'a vraiment rappelé mon enfance dans les années 80. Donc, ceux et celles qui sont issus des années 80, ça va vous parler. Chèque, hein? Donc, je suis un enfant des années 1980. Mon frère et moi, on mâchait de la bazooka, une cigarette Popeye au coin des lèvres, en 2 poignées de nerds. On préférait le Pepsi au Coke parce que c'est ce que buvait Michael Jackson. J'ai fait le moonwalk avant de marcher. Ça me parle vraiment beaucoup. Premier artiste de l'histoire de la pop à s'être fait une gloire d'être un sell-out. On détestait les hamburgers de cantine à Troqueux et le poulet de grain. On aimait le McDo et le Kentucky. Dans le temps, c'était pas aussi dévol qu'aujourd'hui. On déjeunait au Lucky Charms, aux Fruit Loops et aux Pop-Tarts. Moi, j'avais droit à ça, mais juste la fin de semaine. On se levait tôt la fin de semaine pour regarder des comiques qui servaient à vendre des bébelles. On haïssait l'Atari et on rêvait de le changer pour un Coleco. Si on avait eu le choix, on se serait déplacé exclusivement en BMX et en Pogo Ball Blaster. Le Pogo Ball. Le mien était rose puis mauve, il était awesome.
Vers 1984 ou 85, on a eu une fixation sur les jouets Star Wars. Là, je passe un petit bout. Ça dit, on feuilletait le gros catalogue de distribution aux consommateurs, hein? Comme un grimoire rempli d'objets magiques et merveilleux. On passait 1 mois avant nos fêtes et 3 mois avant Noël à achaler nos parents pour avoir des jouets. Aussitôt la fête passée, on revenait à toute vitesse à notre jouet préféré, le catalogue lui-même. Au milieu des bébelles, on rêvait d'autres bébelles. Donc, ça, si ça vous a parlé, ben c'est ça. L'enfance conceptuelle, c'est exactement ça. Okay? Qu'est-ce qu'il y a d'autre dans l'enfance conceptuelle, en fait, ou dans l'enfance comme état, ou dans comment on le perçoit nous-mêmes quand on est? Évidemment, on voit des choses où il n'y en a pas. On va voir des monstres en dessous des lits. On a cette capacité-là. L'imaginaire et le rationnel, en fait, sont toujours en train de passer d'un pôle à l'autre. Si c'est bien, c'est-à-dire que la raison n'est pas encore tout à fait full opérante, du moins jusqu'à un certain âge. Ensuite, c'est le moment de la liberté de tous les possibles. Il n'y a rien qui peut nous arrêter. Mon fils a envie d'être un astronaute qui va combattre des dinosaures. Je n'ai pas eu le courage de dire encore que les dinosaures n'existaient plus. On va s'abandonner beaucoup. En devenant adulte, on apprend potentiellement à moins s'abandonner, justement, à plus se tenir. Mais quand on est petit, on peut très bien se mettre debout sur le divan puis se crisser à terre. C'est correct. Papa ou maman va me rattraper, c'est sûr. On a une espèce de confiance inouïe. Ensuite aussi, dans cette enfance conceptuelle-là, ce que ça nous rappelle, c'est qu'on n'a pas à penser à grand-chose. Il y a toujours quelqu'un qui va s'occuper de tout. Il y a quelqu'un qui amène le manger, il y a quelqu'un qui enlève les assiettes, il y a quelqu'un qui amène mon linge, il y a quelqu'un qui amène mes jouets, il y a quelqu'un qui me lave. On n'a pas à rien penser. Et ça, éventuellement, évidemment, quand on devient adulte, en fait, nécessairement, on a à se mettre à penser, ce qui n'est pas une mauvaise chose. Là. Je ne suis pas en train de dire que c'est mal. Ensuite, on va être très dans l'instant présent, très collé sur nos besoins, nécessairement. C'est tout de suite, là, maintenant. J'ai faim maintenant. Je ne veux pas attendre. Non, je n'attendrai pas tout de suite, tout de suite, tout de suite. Ceux qui ont des enfants vont vraiment comprendre de quoi je parle quand je dis ça. Aussi, tout goûte. Les petits, quand ils mangent, là, ils se ferment les yeux à peu près quand ils trouvent ça bon, là, ils se ferment les yeux à peu près systématiquement, puis ça goûte fort. C'est pour ça aussi qu'on peut avoir des souvenirs goûteux ou des souvenirs olfactifs très, très forts de cette période-là. Ils n'ont pas de limite. C'est jamais suffisant. Ils peuvent manger un plat de crème glacée, un deuxième plat de crème glacée, un troisième, qui ne comprendront jamais pourquoi tu leur dis d'arrêter, parce que c'est bon. C'est le seul critère, en fait, qui est valable, c'est que c'est bon. Ensuite, ils ont le droit d'être aléatoires. C'est super random, un enfant. Ça peut partir à courir dans une direction, virer dans une autre, décider qu'ils font un jeu, arrêter le jeu, repartir faire autre chose. On perd cette capacité-là d'être random dans la vie. Ensuite, ils vont aussi vivre très, très, très fortement. Ça court. Un enfant, peu importe ce que ça fait, ça court ou ça tourne, mais ça le fait nécessairement en se mouvant. Donc, quand on pense à l'enfance conceptuelle, c'est un peu à tout ça que ça nous ramène. Et d'une certaine façon, on est nostalgique. Si vous étiez content aujourd'hui d'être dans gouache, si vous étiez content en fait de manger vos Fruit Loops, si vous êtes content quand vous pensez à votre enfance, c'est parce qu'à un moment donné, il y a une cassure qui s'opère. On parle souvent de l'enfance comme une espèce de période bénie, une espèce de moment où justement, parce que toutes les raisons que je vous ai énumérées, on était tellement bien. Et on va passer une bonne partie de notre vie adulte finalement à vouloir y retourner. Et j'avais tellement de PowerPoint, moi. L'enfance conceptuelle de mes petits, c'est ça. Donc, c'est des photos essentiellement prises d'eux. Et c'est le genre de souvenirs que j'ai envie qu'ils gardent, en fait. C'est donc les milkshakes, puis licher le truc quand on fait des gâteaux, les flaques d'eau, les bulles, manger de la barbe à papa à deux à pleine face. C'est ça qu'on veut se souvenir de l'enfance, nécessairement. Donc, cette nostalgie-là, finalement, ce que ça va faire, et ça a été un concept de psychopop super populaire, le inner child. Le inner child, ça va-tu m'échanger? OK. Donc, le inner child, il y a un paquet de jolies citations, entre guillemets, sur les internets en parlant. C'est l'affaire qu'on aurait à peu près ici. Et c'est cette affaire-là, justement, que quand on est créatif ou quand on veut être moins adulte, on aspire à retrouver. On a l'impression que si on retrouve notre inner child, on va aller mieux dans la vie. Il y a des parents qui ont du talent. Il y a des parents, j'en ai pas de talent créatif. Il y a des parents qui ont des talents et qui vont être capables, justement, d'user de leur créativité pour aller rejoindre le monde de l'enfance. Je ne sais pas s'il y en a certains qui connaissaient le Die November, mais Die November, c'est un Tumblr. C'est des parents, tous les mois de novembre, ils font croire à leurs enfants que pendant la nuit, les dinosaures de plastique prennent vie. Fait qu'ils font plein de situations vraiment très, très drôles. Et ça, j'ai beaucoup d'admiration pour ça. Donc ici, on a des gens qui sont allés rejoindre littéralement le monde donc, de leur enfant, où on a un papa qui fait une affaire de même. C'est le Sandwich Heart. À tous les jours, il fait un nouveau dessin donc, sur le sac à sandwich de son petit. Fait que c'est vraiment génial. Donc ça, c'est des parents qui ont des talents. Moi, j'ai aucun de ces talents-là. Je peux pas faire les choses de même. Mes enfants dessinent mieux que moi. L'enfant comme chose. Donc l'enfant, l'objet, j'aurais jamais pu en fait le penser si j'avais pas été maman. L'expérience de la parentalité, c'est comme un coup de batacloun en face parce que tu n'es pas préparé à ça. Ton souvenir de l'enfance, c'est celui dont je vous ai parlé tout à l'heure.
c'est fluffy. Quand tu arrives avec la chose en elle-même, il y a comme un clash énorme. Surtout quand tu en as deux, puis qui sont comme les nôtres, ça peut faire mal. Donc, l'enfant en tant que chose, certes, il a de ce que je vous ai énuméré tout à l'heure, mais il y a autre chose aussi. Il y a plein d'affaires. C'est sale. C'est sale, un enfant. Vraiment. Ça aime ça être messy. Ça aime ça manger avec ses mains, ça aime ça mettre des traces partout, ça aime ça mettre des traces sur maman, sur papa. En plus d'être messy, c'est générateur de chaos. Une des tâches principales du parent, c'est de contenir le chaos des enfants, étonnamment. Je ne m'attendais pas à ça, en fait. Ensuite, c'est exigeant. Je vous l'ai dit tantôt, hein, ça a des besoins tout le temps, là, tout de suite, maintenant, partout. C'est excessivement démesuré hein, dans tout ce qu'ils sont. Mais ça fait d'autres affaires aussi. Là, je vais vous lire des extraits du blog. Les enfants, ça t'humilie. Publiquement, fréquemment, parce que ça n'a pas de filtre. Et là, je vais vous donner des exemples super concrets. Je vais lire l'anecdote parce qu'il n'apparaît pas là. Donc, c'est un extrait du tome bleu. Donc, ça s'appelle « La queue ». Ça peut vouloir dire ce que vous avez dans la tête. Donc, notre fils, hein, il a un toutou. C'est un tigre. En fait, c'est un guépard, mais il ne le sait pas, là, mais on l'appelle le tigre. Donc, il met la queue du tigre dedans sa bouche depuis qu'il a 4 mois. Donc, il va avoir 5 ans bientôt. Okay? Donc, c'est une arme bactériologique en soi. Là. Fait que, on est dans la file au magasin de jouets. Il y a vraiment beaucoup de monde. Puis là, il se trouve drôle, cette journée-là. Fait qu'il me dit vraiment super fort, « Maman, mets ma queue dans ta bouche! » Mortification 101. Hein? Fait que là, oui, c'est ça. Ça a été très malaisant. Fait que là, tous les regards te regardent. Tu sens le besoin de te justifier parce qu'eux, nécessairement, ne regardent pas en bas. Fait que là, ben, c'est ça. Donc, de dire la queue de son toutou, hein, il parle de la queue de son toutou, puis non, mon chéri, je peux pas, elle est vraiment trop arc. Fait qu'il y avait un hashtag calice avec cette chose-là. Fait que ça fait ça, des fois. Après ça aussi, ça t'éprouve. Ça t'éprouve de toutes les façons possibles et inimaginables. Fait que, au restaurant. Déjà, amener des enfants au restaurant, c'est quelque chose en soi. Donc, amener les petits manger des crêpes puis du bacon au restaurant. Donc, évidemment, moi, je ne mange pas ceux qui mangent parce que sinon, je n'aurais pas le temps. Donc, fille te fait manger. Elle te beurre la face de chocolat. C'est cute. Fils parle de la voisine de table en la nommant « grosse madame bizarre ». Ben fort. Ça, c'est moins cute. À la caisse, tu mets fille à terre pour payer. Et dans sa passe, je nomme les parties du corps. Fait qu'elle lève ta petite robe fluffy, puis elle crie « fesses ». La rebaisse. C'est écrit que j'avais des bobettes all right cette journée-là, fait que c'était correct. Le hashtag, c'était YOLO City. Mais ça, c'est juste c'est des petits exemples, mais ils nous font ça au quotidien. Après ça, aussi, des enfants, bien, ça te fait faire des affaires que tu n'avais pas prévues sur ta to-do list existentielle, comme ça. Donc, par un dimanche matin, en se répétant sans arrêt, « Je suis vraiment en train de faire ça, moi. » Chercher all over l'appartement les boulettes semi-parfaites en voie de propreté. Le petit pousset version esti. C'était tout un dimanche. Aussi, ce que ça va faire des enfants, ça sécrète beaucoup de choses. Ils sont pleins de stuff de corps sans arrêt. Aucune idée. C'est super difficile de mesurer comment les enfants sécrètent des choses et comment il faut gérer du stuff de corps quand on est parent. Une des choses que mes enfants aiment sécréter, surtout mon fils, c'est les crottes de nez. Donc, le fils, il me dit « Maman, regarde ma crotte de nez, elle ressemble encore, parce que c'est arrivé plus qu'une fois, à Yoda. » Il y a de l'imagination. Je peux-tu la coller sur une feuille? Fait que moi, très castrante, non, tu peux pas. Il me dit, mais maman, ça serait beau. Non, ça serait pas beau, ça serait juste dégueu. Parce qu'il faut que j'y apprenne, tu sais. Fait que là, il m'a regardé, puis il m'a étalé Yoda sur le bras. Fait que j'ai eu le regard plat. J'ai souvent le regard plat avec mes enfants, mais je ne ferai pas un exemple ici parce que ce ne sera pas spontané. Puis finalement, les enfants, donc, une fois que ça a fait tout ça, c'est absurde. Ils ont un degré d'absurdité phénoménal qui leur permet de faire tout et n'importe quoi. Donc, dans ce cas-ci, vous voyez, ma fille ne fait pas encore ses nuits. Fait que, voilà. On est content maintenant, elle se lève juste comme 2 ou 3 fois. Fait que, donc, tu t'es couché à 1h du mat parce qu'il fallait que tu termines un texte. Fait que fille s'est réveillée à minuit et demi, puis elle a joué à Je me lève aux 5 minutes jusqu'à 3 heures. Fait qu'une de ces fois, elle est rentrée dans ta chambre avec un sable laser, parce qu'on en a toute une panoplie, on en a beaucoup avec un sable laser, tout en son et lumière. Fait qu'il y avait tous les sons puis les lumières, en chantant la tune de Darth Vader. C'est le tan 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 tan.
elle était toute nue. Elle avait tout enlevé. Fait que c'est là que tu t'es dit que tous ceux et celles qui ont pensé l'absurde et le surréel devaient nécessairement avoir côtoyé un enfant de 2 ans. C'est une obligation. Donc, l'enfant en tant que chose, c'est notamment tout ça et bien plus. Et c'est excessivement confrontant, finalement, quand on est devenu adulte et qu'on fait face à ça. Et quand je vous disais, donc, en fait, que le traitement de l'enfance, qu'on fait aujourd'hui, c'est, en fait, le triomphe du kitsch. Parce que toutes ces choses-là, techniquement, ça doit être dans la sphère du privé. C'est pas dans l'espace public. On doit garder la merde dans la maison. On doit garder le bruit dans la maison. On doit garder les enfants qui sont comme des tornades dans la maison. Dans l'espace public, ce qu'on veut, c'est que les enfants, de façon générale, ils soient tranquilles. On veut qu'ils soient sympathiques, on veut qu'ils soient beaux, on veut qu'ils soient propres. Donc, en fait, tout ce qui est de l'ordre, justement, de la merde, eh bien, ça reste dans le privé. Ça fait que quand quelqu'un vient parler de la crotte de nez dans l'espace public, effectivement, c'est rafraîchissant, étonnamment. Parce que c'est pas fait. Et j'ai beaucoup d'échos par rapport au Tumblr, j'ai beaucoup d'échos par rapport au blog où justement des mamans, des papas qui m'écrivent et qui me disent merci, ça fait du bien. Parce que l'emprise du kitsch ou la sur-kitschéisation finalement de l'enfant, ce que ça fait, c'est que ça vient déterminer finalement les normes sociales, donc ce qu'on attend des parents, ce qu'on attend des enfants, et les attentes qui sont mises sur les parents, c'est énorme, les attentes donc, qui sont mises sur les adultes en termes de justement ce qu'on doit être ou ce qu'on doit être. En gros, en fait, où je voulais en venir, ou ce que je voulais vous dire aujourd'hui, c'est que le kitsch en soi, c'est awesome. J'aime le kitsch. J'ai un tatou de cupcake sur le bras, c'est pas pour rien. Cette idée-là de nier ou de la négation de la merde dans le monde, c'est nécessaire. Il y en a tellement. C'est normal qu'on veuille fermer les yeux des fois. Puis quand on a des enfants, c'est vraiment normal qu'on veuille les fermer des fois. La fille, elle a quand même passé 2 mois et demi à je mets du caca partout sur les murs. On voulait mourir. On n'en voulait plus. Je voulais plus me lever le matin. Okay? Donc, c'est nécessaire, le kitsch. Mais en même temps, ce que je trouve, c'est que c'est triste un petit peu que quand quelqu'un vient en parler dans l'espace public, que la merde, en fait, devienne un acte de parole subversif. Ce qui serait intéressant, en fait, c'est qu'effectivement, qu'on puisse aimer et embrasser le kitsch par rapport à l'enfance, parce que c'est nécessaire. Conceptuellement parlant, ça nous fait tous du bien. Mais en même temps, ce serait aussi correct que finalement, on puisse parler de crotte de nez dans l'espace public, puis que ce soit correct. C'est ça que je voulais vous dire aujourd'hui. Je vous remercie beaucoup.